une première question peut-être de Myriam qui demande s'il y a un âge idéal ou un moment où il est bon de commencer à l'apprentissage des graphies. Oui, bon, alors traditionnellement, bien sûr, le plus tôt possible, hein. On voit ça, par exemple, mon mari, Oustad Panahi, il avait commencé, même avant de savoir lire ou écrire, il avait commencé à faire des traits de calligraphie. Alors, mais ça dépend d'un petit peu. Je dois dire que pour les gens qui souhaitent devenir un calligraphe professionnel, le plus tôt possible, bien sûr, quand on est jeune, c'est toujours mieux. C'est un petit peu comme la musique. Le plus tôt, mais après, j'ai beaucoup des élèves qui ne sont pas très jeunes, mais ils ne font pas la calligraphie pour devenir un grand maître, mais pour l'amour de la calligraphie. Et ils peuvent très bien arriver à un certain niveau qui soit très bien. Alors, je dirais que toujours, on a la possibilité d'apprendre. Ça, il n'y a aucune limite. Alors, une autre question? Oui, Nouria, bonsoir. Bravo pour cet exposé lumineux et vraiment plein de goût. Alors, une question sur le style par lequel, théoriquement, on devrait débuter cette initiation. Ou plus exactement, y a-t-il un style particulier par lequel le maître fait débuter un élève, ou bien choisit-il le style en fonction de la qualité de l'élève? Oui, alors, il y a beaucoup de différences d'opinion. Moi-même, j'avais commencé avec le style Reka, que c'est un style, c'est le plus facile de tous les styles, a été développé à l'époque ottomane. C'est un sort de style pour écrire, on va dire, l'écriture de chaque jour, non? Normal. Et après cet style, je commençais à Nasser et Toulouse. Et assez souvent, les maîtres font ça. Les élèves commencent avec Reka et après, ils font les autres. Mais c'est tout à fait possible de commencer directement avec Toulouse ou avec Nasser. Et ça aussi, il y a beaucoup de maîtres qui font ça. Et moi, personnellement, je fais ça parce que je pense que parfois, les gens, ils n'ont pas le temps de passer 2 ans sur Reka, qui n'est pas très joli, pas très motivant. Et je pense qu'ils sont tout à fait capables de commencer avec les autres. Mais comme je vous ai dit, il y a des différences d'opinion. Très bien, merci Myriam. Merci Nouria pour ce voyage filmé, mais un très beau voyage. Pour rester sur la question de style, nous avons une question de la part de Edina qui souhaite savoir d'où proviennent les différents styles et est-ce qu'il y a un contexte traditionnel ou culturel et si c'était un peu comme des voies initiatiques avec différentes sensibilités. Ça veut dire d'où proviennent les différences de styles calligraphiques? Alors, est-ce que, alors tu sais, ça c'est déjà d'où ils proviennent, est-ce qu'il y a un rapport avec le contexte traditionnel ou culturel et comment dire, et selon des voies initiatiques ou de maîtres particuliers, c'est-à-dire est-ce que c'est variable aussi en fonction des voies initiatiques ou des maîtres? Non, non, non. Ça veut dire, bon, ça c'est très vaste hein, parce que quand on parle de style calligraphique, on parle de 13 siècles d'histoire de l'art islamique, différents continents. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit il y a vraiment un myriade de styles et de pratiques différentes. C'est pas du tout la même chose. Les styles subsahariens qui sont encore pratiqués à Mali ou à Sénégal, ou les styles chinoises en Chine ou les styles du sud-est asiatique. Alors, bien sûr, il y a des régions où on va avoir une préférence pour certains styles parce que c'est les styles qu'ils ont développés eux-mêmes, auxquels ils sont habitués et ils ont tout un savoir-faire, une technique matérielle aussi adaptée à cet style particulier. Ça, c'est une chose. On voit surtout aussi pour les Maghrébies, etc. Mais après, quand je parlais sur les 3 écoles classiques, c'est parce que ce sont des styles cursifs et j'utilise ce mot avec, comment est-ce qu'on dit? Bon, oui, avec caution, merci. Excusez-moi, avec le français, parfois j'oublie les mots. Les styles classiques ont été codifiés d'une manière très stricte
au 10e, 11e, 12e siècle à Bagdad. Et c'est là qu'on a tout un système de codification très spécifique. Et il y a beaucoup de théories de pourquoi ces styles. Au début, on avait 6, les Aklamessita, qui étaient Thuluth Nasser, Muhakkak Reyhani, Tawqi Reka. Mais après, on a eu des autres. Après, par exemple, on a le Nastaliq qui est développé en Iran et qu'on peut dire que c'est lié vraiment au besoin d'écrire la poésie, la langue persane, très différente. Le style Diwani, c'était développé pour écrire des documents légaux parce que c'est très imbriqué et on ne peut pas faire des changements facilement. Alors, on a des différents contextes historiques qu'on voit très clairement. Il y a des théories aussi qu'on peut aller dedans aussi sur les styles cursifs. Est-ce qu'ils ont commencé à écrire les Corans avec les styles cursifs pour que ça soit plus légible aux moines parce que les styles koufiques qui étaient plus anguleux étaient plus difficiles à lire. Mais bon, je pense que finalement, c'est aussi le caractère de certains calligraphes au long de l'histoire qui en a eu une inspiration particulière et un élan créatif à créer quelque chose. Quand on voit par exemple le Nastaliq persan qui est tellement radical dans le sens qu'un aleph de 8 nocta est devenu un aleph de 3 nocta, un bas de 6 nocta est devenu un kéchide extrêmement allongé. Ça veut dire, ça se voit qu'il y a bien sûr une inspiration artistique à part de toutes les autres raisons qu'on peut, historiques ou d'autres genres qu'on pourrait. On a par exemple un très beau exemple d'un calligraphe que j'adore, Al-Kandusi, qui a fait une calligraphie maghrébi au 19e siècle extrêmement différente de tout et magnifique. C'est dommage, je n'ai pas un exemple ici, mais là, on peut parler d'une inspiration divine directe. Je pense qu'on voit son écriture qui est complètement différente et étonnant, on voit ça. Alors, c'est difficile de généraliser. Chaque époque, chaque région, chaque calligraphe a toute une particularité spéciale. Mais en termes pratiques, quand on est disciple attaché à un maître, est-ce qu'on le fait, enfin, il nous enseigne son style à lui ou il nous ouvre à d'autres styles? Voilà, alors, son style à lui, ça va être un style standard. Ça veut dire, on ne fait pas un aleph personnel ou un style personnel. Hein? Ça, il faut faire attention. Ça veut dire, par exemple, moi, j'ai mon ijaza en Thuluth et Nasr. Si j'enseigne, je peux donner des cours en Thuluth et Nasr. Je ne veux jamais de la vie donner un cours sur Diwani que je n'ai jamais étudié. Non? Alors, c'est ça. On enseigne, c'est ce qu'on a étudié et pour lesquels on a la permission d'enseigner. C'est ça, finalement. Et on n'a pas, cette notion de style personnel n'existait pas dans l'école classique. Hein? Ça aussi, c'est important de souligner. Ça veut dire, on essaie d'éliminer toute trace des choses personnelles. Il y a beaucoup de parallèles avec le soufisme. Vraiment, il faut s'effacer le plus possible. Et tout ce qu'on fait quand on étudie, c'est d'éliminer notre trace personnelle. Quand on fait une lettre, je me rappelle quand j'ai étudié à Istanbul, j'étudiais pendant des heures et des heures et des heures chaque jour. Après, je montrais mon leçon à mon maître. Parfois, il disait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il voyait un manque de concentration quelque part dans ma ligne. Et effectivement, quelqu'un avait appelé par téléphone ou quelqu'un... Ça veut dire, il faut que l'écriture ne montre pas d'émotion. C'est ça qui est très différent de l'art contemporain ou de la peinture ou des autres arts où typiquement, on peut dire qu'un peintre peut exprimer son émotion, peut exprimer son désir ou son inspiration, tandis que la calligraphie, pas du tout. Il faut éliminer les jeux et il faut s'extinguer le plus possible pour que vraiment ça soit la lettre, le prototype le plus beau possible qui vient sur le papier. Et c'est ce qui est très joli et émouvant pour moi en tant que maître maintenant, ce que je vois parfois les élèves qui me montrent toute une page d'exercice et tout d'un coup je reconnais un aleph.
c'est comme, ah, tiens, tout ça, c'était des traits, pas du tout des bâtons. Et tout d'un coup, on voit Aleph qu'il est là. Et c'est pas l'élève, bien sûr, qui a fait ça. C'est juste qu'il y a un certain effacement qui donne lieu à que les Aleph, finalement, il soit présente. Voilà. Magnifique. Magnifique. Une autre question? Oui, alors j'ai noté une question qui intrigue une participante et qui consiste dans le fait de savoir pourquoi a-t-on noté dans les 5 conseils à l'aspirant celui de pouvoir supporter la souffrance. Oui. Oui, parce que c'est vrai que cette question vient assez souvent, parce que même si on peut penser que la pratique de la calligraphie est, on peut avoir une notion un petit peu romantique, non? D'être avec son calame, son encre, tout ça. Mais il y a une certaine souffrance, comme dans toutes les disciplines, qu'il faut se discipliner et qu'il faut subir qu'on fait quelque chose qui n'est pas beau et il faut répéter et répéter et répéter et répéter et répéter des millions de fois. Et ça peut entraîner une certaine souffrance dans ce sens-là de la persévérance, la discipline, le dépassement de soi-même, de ne pas trop réfléchir. Parfois, on a des blocages mentaux, on a des moments où on veut tout jeter dans la rivière parce qu'on n'arrive pas, on est trop attaché au résultat. Il faut oublier, ça veut dire, je n'ai pas écrit une phrase pendant, je veux voir, 4 ans que je fais juste des liaisons de lettres et je n'ai même pas écrit un mot, bon, à part de Rabbi Yasser, je n'ai pas écrit ni un mot, ni une phrase, ni rien du tout qui pouvait être un résultat final. Alors, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut vraiment cultiver cet amour. Ce n'est pas juste à la calligraphie, mais l'amour au procès de pouvoir écrire, même si c'est juste Aleph Ba, ou Sad Jim, ou n'importe quelle connexion qui n'a pas un sens particulier. Non? Alors, on peut souffrir dans ce sens-là, non? De la même manière qu'un violoniste peut souffrir s'il est en train de pratiquer la même chose, ou une ballerine de ballet peut souffrir s'il est en train de faire la même chose 1000 fois avant d'avoir la version finale. Non? C'est dans cet aspect, dans ce sens qu'on dit ça. Merci. Un bel exercice de l'effacement de l'ego, c'est magnifique. Merci pour toutes ces explications. Une autre question? Dimension spirituelle de la calligraphie. Certains se demandent en fait quelle est la dimension spirituelle de la calligraphie et au-delà justement de l'exercice de calligraphier, y a-t-il des rituels de préparation spirituelle du calligraphe? Bon, alors à un niveau de préparation pour les calligraphes, bien sûr que dans la tradition on dit qu'il faut être dans un aspect de purification, avoir fait notre ablution, etc. Et d'avoir tout un respect pour nos matériels, pour notre écriture, de propreté, de conscience, de bonne intention. Tout ça, bien sûr, c'est tout à fait évident et recommandé. Mais après, je dois dire que c'est ce qu'on apprend à niveau spirituel avec la calligraphie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va verbaliser. Avec mes maîtres, justement, l'une des choses qui était un petit peu étonnante, je vois toujours pour les occidentales qui on verbalise tout, on parle de tout, on analyse tout. Justement, il y avait très peu de paroles et très peu d'explications. C'était beaucoup plus en insistant sur l'exemple, la bonne attitude à suivre et après la cultivation de toutes les vertus sur lesquelles j'ai parlé, non? Cette question de persévérance, patience qui est 1000 fois plus profonde à niveau spirituel que tous les traités qu'on puisse lire, qui sont aussi importants, bien sûr, mais je veux dire que pour la pratique de la calligraphie, c'est ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que finalement, c'est comme mettre un miroir devant nous de toutes nos limitations. Et on apprend énormément sur nous-mêmes parce qu'on voit, j'étais trop attachée, j'avais trop d'orgueil, j'avais trop de confiance en moi-même, j'ai pas assez de confiance, ou il faut que... C'est-à-dire, il y a tout un... Oui, c'est vraiment un miroir sur notre tendance de notre âme.
et notre état d'esprit. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis pas content, je peux pas faire la calligraphie. Des choses comme ça, que ce sont des choses complètement artificielles, non? Il faut, finalement, le but, c'est ce que les maîtres disent toujours, il faut pouvoir faire la calligraphie dans n'importe quelle situation. Ça veut dire n'importe quelle vague de l'âme, c'est pas important. Il faut mettre tout d'or et juste se concentrer. Et ça, bien sûr, vous pouvez voir les parallèles avec la pratique spirituelle, de comment il faut se concentrer sur le présent et sur l'essentiel et sur le sacré. Alors, on peut dire la même chose pour le calligraphe, non? D'avoir cette présence et constance dans le maintenant. Merci pour l'exposé de cette belle méthodologie qui nous inspire tous ici. Une autre question? Oui, en fait, peut-être dans la même lignée, il y a Rizlan qui nous pose la question s'il y a un lien avec ou un rapport avec le souffle. Avec le souffle? Oui, parce que mouvement de l'âme. Oui, bien sûr. Mais bon, il faut dire, oui. Bon, il y a une blague qui dit que les calligraphes vivent plus longtemps parce qu'on a moins, on contient la respiration plus. Alors là, justement, bien sûr, quand on écrit, mais là, c'est pas dans... Oui, on peut toujours tirer une symbolique de tout ça, non? Mais la réalité, c'est que quand on veut faire un trait, il faut contenir le souffle, non? Parce que si on respire, le trait va pas être continu. Alors, on peut voir ce symbolisme, mais c'est aussi juste un petit peu la logique de la pratique elle-même, non? Qu'on va instinctivement, on apprend, quand on apprend la calligraphie, à maintenir le souffle et avoir une certaine coordination entre notre main, notre respiration, notre conscience. Et tout ça, c'est quelque chose qui vient graduellement. Une autre question? Une question pratique, puisque Nouria a manifestement beaucoup de pédagogie, elle a donné le goût à certains de se mettre à la calligraphie, et on pose la question de savoir s'il y a toujours des cours dans le 15e arrondissement. Ah, oui, il y a des cours. Oui, bon, maintenant, non, parce qu'avec les coronas, on n'a pas de cours, non. Mais normalement, oui. Bien sûr. Oui, je donne des cours. Je propose éventuellement que Loubna ou Nefissa donner des indications là pour permettre à ceux qui sont intéressés de contacter Nouria. D'accord, on demandera à Nouria de nous donner les coordonnées de ces cours. Oui, c'est très vite, c'est patronage laïque Jules Vallès et c'est un institut culturel de la mairie de Paris et tout le monde peut appeler, peut se renseigner. Maintenant, c'est fermé à cause de coronavirus. Normalement, ce sont le jeudi soir. Bon, et puis il y a Conscience Sophie qui va prendre le relais, Inch'Allah. Oui, voilà, c'est ça. Des projets de oui. Une autre question? Pour rester sur la notion des cours, la question c'était de savoir s'il y avait des cours en ligne de calligraphie. Oui, alors, j'ai des élèves à distance parce que voilà, ils n'avaient pas notre choix, mais c'est très, très, très difficile. Je ne recommande pas du tout. On a besoin de contact avec les maîtres, on a besoin de voir les gestes, on a besoin d'être présente. Alors, je dis pour les gens qui n'ont pas s'ils habitent loin et ils n'ont pas la possibilité, la meilleure chose, c'est d'assister à au moins un cours d'une semaine intensive. Et après, peut-être, ils peuvent continuer à distance. J'ai des élèves qui m'envoient leur leçon chaque vendredi. Je corrige, je renvoie. Mais ce n'est pas idéal et il faut avoir beaucoup d'autodiscipline et aussi un œil assez développé pour voir les corrections, interpréter. Mais bon, c'est possible, tout est possible, mais c'est plus difficile, on dirait.
Il y a encore des questions? Oui, tout à fait. Alors, une question un peu différente. Il y a un participant qui nous demande s'il y a un lien avec la science des lettres et si la science des lettres est transmise dans le cadre de l'initiation et la transmission en calligraphie. Oui, non, c'est vrai que l'abjad est très, très important et bien sûr dans les sciences islamiques. C'est ce qu'on écrit en réalité, je n'ai pas mentionné ça, mais juste après le tamam tul huruf, ça veut dire quand on finit les mufradat, on écrit la phrase des abjad, non? Mais c'est pas quelque chose qui soit développé dans les programmes d'études, mais c'est quelque chose qui était très présent dans les sociétés ottomanes. Par exemple, assez souvent, on voit des poèmes qui étaient signés. Dans la dernière phrase était un vers que si on faisait les calculs de toutes les lettres, ça nous donnait la date où ce poème avait été écrit. Pour les bâtiments aussi, ils mettaient des petits poèmes qui donnaient aussi la date de construction, etc. C'était quelque chose qui était très présent, mais qu'aujourd'hui, non, on n'enseigne pas avec la calligraphie. C'est quelque chose qui doit être appris à part. Nous avons une question également sur la symbolique de la calligraphie en miroir. La quoi, excusez-moi? La symbolique de la calligraphie en miroir, quelle est-elle? Bon, là aussi, on peut faire plusieurs interprétations de la manifestation du divin sur le manifesté. Mais voilà. Oui. Il n'y a pas quelque chose, on va dire, assez standard. C'est là, quand je dis que tous ces genres de choses, normalement, ne sont pas verbalisées. On reste plutôt... ça veut dire, bien sûr, on peut toujours analyser, on peut toujours interpréter. Mais les calligraphes, ils aiment plutôt rester sur les choses plus calligraphiques. À l'œil de percevoir. Et voilà, exactement, au exactement. cœur de ressentir. Exactement, exactement. C'est très bien dit. Merci. Une autre question? Justement, oui, sur les... une question sur... Pardon. Vas-y, Jean-Philippe. Non, c'est interrompu. Lubna? Oui, alors je disais justement, puisqu'on parle de calligraphe, la question est posée s'il y a beaucoup de femmes calligraphes, maîtres calligraphes aujourd'hui. Oui, alors il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes élèves qui pratiquent la calligraphie. Ça veut dire si on va à n'importe quel cours de calligraphie à Istanbul ou en Iran ou un petit peu partout, il y aura toujours beaucoup plus de femmes que des hommes. Mais je ne sais pas pourquoi, au niveau professionnel, on a un décalage énorme. On a des femmes calligraphes, bien sûr, professionnelles, mais on n'est pas beaucoup. Et surtout, on n'est pas beaucoup à avoir participé dans les compétitions internationales, les événements internationaux, tout ça. On reste toujours en minorité. Mais c'est comme dans beaucoup de métiers, et même dans la scène artistique internationale, j'étais en train de lire l'autre jour que c'est la même chose en Occident. Ça veut dire qu'on a toujours moins de femmes peintres, moins de femmes artistes qui reçoivent moins de reconnaissance à niveau international que des hommes. Alors, c'est un petit peu la même chose. Mais je dirais qu'à niveau de la transmission de cet art, il y a beaucoup de femmes qui donnent des cours et il n'y a aucune limitation et mes maîtres, ils m'ont jamais fait ressentir que j'étais en minorité, jamais de la vie. C'était complètement, ils m'ont traité toujours comme tous ces élèves. Ça veut dire qu'il n'y a aucune distinction et c'est très joli de voir ça que, voilà. Merci. Une autre question encore? Jean-Philippe? Oui, j'aurais su. Alors aussi, les personnes, j'ai les sorties calligraphiques que l'on voit derrière Nouria est de son exécution, et si elle pouvait nous en donner la signification.
Oui, je crois que peut-être vous la voyez à l'envers. C'est Salamun hiya hatta matal al-fajr. Oui, D'accord. c'était... C'est à l'endroit. Oui. Allô? Oui, on la voit à l'endroit, c'est bon. Oui. Ok, voilà. Le Oui, visage. oui. On n'a pas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arabophones au téléphone. Oui, alors Nefissa, je vous laisse à vous de donner la belle traduction en français. Alors, c'est le dernier verset de la Sourate Al-Qadr, d'ailleurs, qu'on a récité hier. Non? C'est ça? Si, c'est ça. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Cela veut dire, il s'agit de Laylat al-Qadr. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Voilà. Et c'est une de tes œuvres? Oui, c'est une de mes œuvres, oui. Très beau, machallah. Il Merci. faut rester sur, justement, comme il y a beaucoup de non-arabophones ou de débutants en arabe, nous avons des questions autour de cela, c'est-à-dire savoir si un débutant en arabe peut espérer apprendre, suivre des cours en calligraphie ou est-ce qu'il faut vraiment bien maîtriser l'arabe pour pouvoir justement aller plus loin. Ouais. Oui, non, alors non, rien à voir parce que, par exemple, moi, je ne suis pas arabophone, je connais un petit peu l'arabe, mais je fais toutes mes études en Turquie, en turc, avec beaucoup de personnes qui pouvaient ni lire ni écrire l'arabe. Et bien sûr que ça peut aider, ça veut dire au fur et à mesure surtout, mais si on pense qu'on fait les moufledat pendant 4 ans, ça donne le temps à apprendre à lire et à écrire l'arabe. Alors, c'est pas quelque chose qui soit nécessaire. On peut toujours apprendre, c'est toujours bien, mais on est en train d'apprendre des gestes, des traits. C'est pas un exercice linguistique, c'est un exercice artistique. C'est ça que assez souvent mes élèves arabophones, parfois, même eux, ils ont un petit peu de mal parce qu'ils ont beaucoup d'images. Ils sont très conditionnés par les lettres qu'ils connaissent et ils pensent que bas c'est comme ça et aleph c'est comme ça. Et parfois c'est mieux de rien savoir et pouvoir faire des traits abstraits avec les bons modèles devant eux plutôt que les modèles qu'ils ont peut-être acquis avec leurs connaissances. Alors voilà, on voit un petit peu les avantages et les désavantages. Une belle leçon d'humilité pour les arabophones, les arabisants devant cet art qui échappe à nos concepts en fait. Très bien. Donc on arrive à la fin de cette conférence. Alors un immense merci à Nouria pour cette transmission qui était vraiment très édifiante, très éclairante et très émouvante aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des témoignages aussi forts de quelqu'un qui a suivi tout un chemin initiatique à notre époque, c'est rare. Et ce témoignage a une vraie valeur. Et merci pour ce